Chapitre 1. Mon histoire avec l'anglais. Entre espoir et réalité. Il y a des matières qu'on apprend par obligation, et il y a des matières qu'on apprend parce qu'on sent, confusément, qu'elles vont compter. Pour moi, l'anglais a toujours appartenu à la deuxième catégorie. Dès le collège, j'ai perçu cette langue comme une fenêtre. Une fenêtre sur un monde plus large, plus vaste, plus riche en opportunités. Je ne savais pas encore exactement comment elle allait transformer ma vie. Mais je savais qu'elle le ferait. Alors j'ai appris. Comme on apprend en Côte d'Ivoire. En classe, avec les manuels, les exercices de grammaire, les dictées et les versions. J'écoutais mon professeur. Je prenais des notes. Je révisais avant les examens. Et les résultats étaient corrects. Pas exceptionnels, mais corrects. Je comprenais les textes. Je réussissais les évaluations. Je pouvais suivre un cours en anglais sans me perdre complètement. Alors, naturellement, je me disais que mon niveau était acceptable. C'était ma réalité à cette époque, et je n'avais aucune raison d'en douter. Mais voilà ce que personne ne m'a dit, ni au collège, ni au lycée, ni même à l'université. Il existe deux formes d'anglais, celui qu'on apprend et celui qu'on utilise. Le premier se mesure sur papier. Le second se révèle dans la vie réelle, dans une salle d'entretien, face à un jury, sous pression, quand les secondes comptent et que les regards vous observent. Pendant toutes ces années d'apprentissage scolaire, développais uniquement le premier. Je construisais des connaissances, mais je ne construisais pas de compétences. La différence entre les deux peut sembler subtile, elle ne l'est pas. La connaissance, c'est savoir que le mot confidence existe. La compétence, c'est l'utiliser naturellement au milieu d'une phrase, sous pression, sans y réfléchir. La connaissance, c'est avoir mémorisé les règles de grammaire. La compétence, c'est les appliquer instantanément, à l'oral, en temps réel, sans hésitation. J'avais la connaissance, il me manquait la compétence. Et je ne l'ai découvert qu'au moment le plus important, le moment où tout se jouait. Chapitre 2. Le choc du premier échec. Quand le niveau scolaire ne suffit plus. Nous sommes en 2020. Je viens d'obtenir ma licence en électronique, électrotechnique, automatique et informatique. Des années de travail, de sacrifices, de nuits passées sur des cours complexes. Un diplôme que j'avais arraché avec détermination et dont j'étais fier, légitimement fier. Comme beaucoup de jeunes diplômés, je regardais l'avenir avec une ambition claire. Je voulais aller plus loin, me former davantage, saisir chaque opportunité capable de transformer mon parcours. C'est dans ce contexte qu'une bourse d'études a été lancée. Une formation spécialisée dans l'énergie basée sur l'hydrogène vert, à Niamey, au Niger. Le domaine était pointu, porteur et l'opportunité rare. En lisant l'annonce, j'ai immédiatement senti que c'était exactement le genre de chance qu'on ne laisse pas passer. J'ai postulé, avec sérieux, avec méthode, avec l'envie de décrocher cette bourse. Et j'ai franchi les premières étapes de sélection. Puis vint la convocation pour l'entretien final. Je me souviens de ce matin-là comme si c'était hier. Je m'étais préparé. J'avais relu les grandes lignes du programme. Je connaissais mon parcours. J'étais prêt. Du moins, je le croyais. En entrant dans la salle, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas anticipé. Une tension immédiate. Le cadre était formel. Le silence. Pesant. Face à moi, 3 membres du jury. Un à ma gauche, un à ma droite. Un directement en face de moi. Leurs regards étaient posés sur moi avec une attention froide, professionnelle, sans hostilité, mais sans chaleur non plus. Leur posture, leur manière de tenir leur stylo, leur façon de me regarder entrer dans la pièce. Tout indiquait que cet échange serait décisif. L'entretien a commencé, en anglais. Les premières questions étaient simples, directes, parfaitement compréhensibles. On me demandait si je pourrais m'adapter à la vie à Niamey, au climat, à la nourriture, si j'étais prêt à suivre une formation longue et exigeante loin de chez moi. Je comprenais tout, chaque mot, chaque phrase, chaque nuance. Dans ma tête, les réponses étaient là, claires, précises, bien construites. Je savais exactement ce que je voulais dire. Mais au moment d'ouvrir la bouche, quelque chose s'est bloqué. Les mots en français étaient parfaitement alignés dans mon esprit. Mais leur traduction en anglais refusait de venir. Ou venait en désordre.
ou arrivait trop lentement. Alors, je cherchais. Et pendant que je cherchais, le silence s'installait. Et pendant que le silence s'installait, le regard du jury pesait un peu plus lourd. Et pendant que ce regard pesait, le stress montait. Et pendant que le stress montait, les mots se faisaient encore plus rares. Un cercle, silencieux, implacable, qui se refermait sur moi à chaque seconde. L'entretien s'est terminé, pas dans l'éclat d'une bonne performance. Il s'est terminé dans ce silence gêné qu'on reconnaît immédiatement quand on sait qu'on n'a pas été à la hauteur. Quelques jours plus tard, le verdict est tombé. J'avais échoué. Ce jour-là, je n'avais pas échoué par manque d'intelligence. Je n'avais pas échoué par manque de travail. Je n'avais pas échoué parce que je ne méritais pas cette bourse. J'avais échoué parce que je n'étais pas capable d'utiliser ce que je savais dans une situation réelle. Et cette différence, entre savoir et savoir utiliser, allait devenir l'obsession qui a transformé ma vie.